euh, samedi 29 décembre 2018, et sa thématique que j'ai intitulée Un homme et ses peines. Ses peines. Évidemment, normalement, on parle de la peine au singulier et non pas au pluriel, mais en fait, le mot, le mot au singulier contient en lui toute une pluralité de choses. Il n'a pas besoin d'être mis au pluriel, mais là, c'était juste un petit truc à moi, donc j'ai mis ça au pluriel, mais ce n'est pas le, comment dire, c'est toujours pardon, c'est le problème. Quelquefois, on veut accentuer les faits et on utilise comme ça, on rajoute un élément. Et en fait, la peine, je ne sais pas d'où ça vient, le terme, quelle est sa philologie. En fait, donc je fais avec. Étant entendu que le mot peigne, pour moi, donc j'ai du mal à le prononcer, on dirait que j'accentue sur le N et que ça fait GN, mais en tout cas, il faudrait la peine, donc il y a toujours ce N, alors on ne sait pas. Et peut-être la charge, la peine, il a été condamné à tant d'années de peine. Euh, et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu qui n'a pas été choisi, mais dont on doit se, on- dont on doit se, euh, euh, on a été condamné à une peine et, euh, et c'est pas nous euh, qui, euh, qui donnons c'est-à-dire c'est pas nous qui mettons en place la durée, c'est pas nous qui déterminons la durée de la peine. Et quelquefois, il y avait la peine avec les travaux forcés, donc il y avait une charge supplémentaire qui était euh, soit ajoutée à la condamnation, soit non. Et donc, il faut s'en acquitter. Voilà, une peine dont il faut s'en acquitter. Souvent, la vie, elle est dans un certain type de circonstances. euh, euh, on a tendance plutôt à, à parler de la vie comme un peu une chose difficile à supporter, difficile à vivre, s'il faut parler comme ça. La vie devient un fardeau. Et le problème, c'est quand on prononce ce type de jugement, euh, ce n'est pas euh, gratuitement qu'on le fait, c'est parce que ça correspond à quelque chose qu'on éprouve au moment au moment de la prononciation du jugement. Et donc la vie, quelquefois, elle nous est presque, on ne la sent pas, et elle n'a pas de poids, elle est légère, vraiment légère, on ne sent pas le moment passer, mais ce ne sont là que des choses assez peu fréquentes. Je me rappelle, par exemple, pour ce qui est des choses qu'on estime être vraiment spéciales, un baiser, on peut se dire,
au bout d'un moment, soit on en a marre, on est fatigué de se baiser, ou alors on a envie de continuer, on ne sait pas si l'autre va vouloir s'arrêter et quelque part nous frustrer. Et donc, même dans certaines choses, dans certaines situations, il y a toujours, euh, on n'est pas tout à fait dans l'insouciance, on n'est pas tout à fait dans la légèreté. Et il arrive quand même que pendant quelques fractions de secondes ou pendant quelques minutes, seulement quelques minutes, c'est parce qu'on a fait, euh, on a comme ça eu une pause, on va dire. Il y a d'autres moments où la vie, elle n'est pas. Donc, généralement, la vie, soit elle est lourde à supporter, euh, ou quelquefois on peut aller jusqu'à dire impossible à supporter, ou alors on va dire qu'elle est quand même assez pas évidente pour un, pour, pour on ne dit pas qu'elle est facile, qu'elle est légère, on va jamais le dire de façon récurrente, on va le dire quelquefois, mais jamais très, très fréquemment. Alors, l'homme et ses peines, et finalement, euh, euh, on rappelle ce mythe, si je me rappelle bien, moi en tout cas je ne sais plus, je ne veux pas le confondre avec Sisyphe parce que c'est Sisyphe qui me vient comme ça sur la bouche, hein, sur la langue, mais dans la bouche et sur la langue. Mais en tout cas, ce mythe dont j'ai oublié le nom du héros, et qui est, d'une certaine façon, cet héros qui est condamné à à avoir le foie ou les organes consommés par quelque chose et donc éternellement. Comme on peut voir comment dire, les châtiments qu'on recevrait dans la GN, qui sont un peu, c'est des châtiments à l'infini. On est réduit, on subit une punition, et puis, c'est-à-dire, je ne sais pas, un ébouillantement, une sorte quelque chose d'extraordinairement violent qui, normalement, devrait être fatal. Et pourtant, il y a une infinité de la torture ou de la punition. On doit pouvoir peut-être ressusciter pour pouvoir être puni. Donc c'est un peu cette histoire de cet héros qui a été puni et qui a été condamné à avoir le foie dévoré par un aigle, et j'ai oublié le nom. Et donc, éternellement, les choses doivent se passer, et dans la vie d'une personne peut ressembler à une sorte d'éternité, puisqu'on peut voir les jours succéder dans une sorte d'infinité, dans une sorte de répétition sans fin. Les jours, et ces jours-là se ressembleraient. Donc, on aurait pendant un moment l'impression d'être condamné à revivre sans fin les mêmes tourments, les mêmes épreuves chaque jour, non pas chaque jour suffit sa peine, mais chaque jour c'est la même peine qui est infligée à l'être euh, qui ne peut rien contre. Il y a là une incapacité de l'être singulier à s'opposer et à échapper à la tourmente, et à échapper à euh, une certaine façon, non pas à une punition, parce que là on ne parle pas de châtiment, mais d'échapper à la souffrance, un terme simple, mais qui est très signifiant, donc la souffrance. Euh, L'homme
l'être humain euh, éprouve. Il est fait de chair, il est fait de mémoire, il est fait de quel- quel- quelque part, il est fait d'une d'une répétition et d'une mémoire qui, qui peut lui être totalement néfaste finalement. Avoir de la mémoire, c'est bien dans certaines circonstances, mais avoir de la mémoire quand celle-ci ne fait que nourrir le sentiment, le sentiment de malaise, le sentiment de ne pas être, de pas être en capacité de, de, de s'améliorer ou de régler ses problèmes. Donc la mémoire, elle ne fait que, elle a cette capacité à aller nous chercher des éléments totalement qui, elle ne respecte pas elle n'a pas de hiérarchie, elle n'a pas de ligne directrice, elle n'a pas de, de priorité, elle va là où elle veut. Elle va chercher dans les choses bien vieilles, bien anciennes, et ça ne la dérange pas d'aller puiser dans quelque chose qui a eu lieu il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour encore une fois de plus nous tourmenter et nous mettre devant nos faiblesses, nos défaillances, nos doutes, euh, nos moments de, comment dire, les moments pendant lesquels on n'a pas été à la hauteur, on a été euh, non pas défaillant, je ne veux pas répéter, mais on a été, euh, euh, je trouve pas. En tout cas, c'est pas évident de se concentrer sur ce thème. Et c'est l'homme souffre. En quoi cela est particulier? Pourquoi cela doit être signalé? En quoi la souffrance d'un homme peut intéresser le reste des les autres hommes? Les hommes, les humains ont plus ou moins, euh, comment dire, ressentent la douleur, ressentent les choses, mais plus ou moins de la même façon, mais ce n'est jamais, ça peut arriver, ça ne coïncide pas. Au moment où moi je suis en difficulté, l'autre ne l'est peut-être pas. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas, qui se produit euh, dans une temporalité individuelle, à moins d'être dans un contexte particulier. Et à ce moment-là, il y aurait quelque chose qui se produirait pour une collectivité tout entière. Mais généralement, c'est l'individu, un individu qui va souffrir pendant une décennie particulière, en particulier, ou un individu qui va souffrir, par exemple, pendant une année en particulier, ou alors pendant un mois de cette année, tandis qu'un autre, qui peut être son voisin ou, ou une de ses connaissances, peut souffrir le mois d'après. Donc il n'y a pas là de correspondance, il n'y a pas là comment dire, de concomitance. C'est donc l'homme souffre. Moi, je souffre, mais fondamentalement, est-ce que derrière cela, il y a quelque chose à retenir? Est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce que cette souffrance
amène vers une compréhension meilleure de la réalité ou de la nature des choses? Est-ce qu'elle permet d'atteindre ou de réaliser une prise de conscience qui, euh, qui ne pourrait pas être réalisée dans un autre moment? Est-ce qu'on peut apprendre de sa souffrance? Il est évident que la réponse n'est est, est peut-être même pas à chercher. Il n'y a pas de réponse à apporter à ce type de questions. Ça n'a pas besoin. La, la souffrance est inutile d'une certaine façon. Elle correspond à un moment pendant lequel on se sent impuissant. Savoir qu'on est impuissant, ça, on le sait, on n'a pas besoin de souffrir pour le savoir. Notre impuissance, nous la constatons dans maintes et maintes domaines. Donc, attendre d'être très mal ou d'être dans une situation euh, très difficile pour pouvoir dire que cela, euh, c'est de l'impuissance. Non. Donc, impuissant, en tout cas, être impuissant à faire quoi que ce soit pour se sortir de de son impuissance, de son immobilité ou de son euh, je n'arrive pas à me concentrer et d'un autre côté, je me sens pas spécialement en, en désir de faire quelque chose. Je fais partie, nous faisons partie d'une chaîne d'êtres humains. L'être humain n'a pas le monopole de la souffrance. On sait que d'autres êtres peuvent souffrir. On peut se poser la question, est-ce que la souffrance peut aussi intéresser les êtres microscopiques? On sait que beaucoup d'êtres, qui soient des mammifères ou pas, souffrent. Euh, la douleur, aucun être vivant ne la cherche ni ne la désire. Donc, en tout cas, euh, si on choisit de parler que de notre douleur, celle que nous connaissons le plus, on sait que c'est quelque chose qui nous est commune à tous, c'est universel. Je ne sais même pas ce que je raconte. Je perds le fil très vite et, je ne suis pas assez concentré. C'est même pas là. Je vois pas l'intérêt de faire ce que je suis en train de faire. Il faut juste que je tienne pendant peut-être 10 minutes de plus pour que, en espérant que ça prenne euh, une certaine consistance. J'ai froid, j'ai euh, je ne vois rien, je ne peux rien voir, j'entends plus rien, j'entends plus les voix des autres, je ne peux plus compter sur personne. Donc, il y a là juste la différence, la chose à laquelle je pensais ce matin, c'est quand je parle, comme quand on parle à quelqu'un, et là, quand je parle dans cet exercice, je cesse de, de d'être le jouet de ma mémoire et de mon esprit, puisque cet esprit, en dehors de cette situation, m'entraîne toute la journée, tout le temps de mon éveil, vers des lieux de façon, j'allais dire, arbitraire. On parle d'association d'idées, mais on est promené d'une scène
qu'on a essayé de fuir, une scène qui nous rappelle de mauvais souvenirs, une scène difficile, à chaque fois on part d'une scène à une autre. C'est un rapport compliqué, un rapport défaillant avec une personne, un problème, par exemple, quelques mauvais comportements, quelqu'un qui nous a fait du mal, et puis en pensant à une personne, cela déclenche une réaction en chaîne et ça ne s'arrête jamais. Alors quand on parle, je peux compter sur le fait que l'esprit ne peut pas faire deux tâches en même temps. Donc cette impossibilité de la simultanéité du travail de l'esprit, au moins fait taire pendant un certain temps cette, euh, ce bruit de fond ou ces images qui sans cesse naissent, ils disparaissent et renaissent et d'autres formes. Chaque fois, c'est un procès qu'on se fait en permanence. Si, par exemple, d'ailleurs, ça me fait poser la question, donc là, je pourrais parler de l'universalité des choses et on doit partager cela tous ensemble, cette, cette permanence de la question, l'esprit occupé par ses souvenirs, par ses réminiscences, et ça ne s'arrête pas. Alors, si ça se produit chez moi, ça doit se produire chez l'autre, etc. Et à chaque fois, puisque fondamentalement, non, uniquement ça concerne le passé, et le passé, il est figé, donc on tourne en rond, on est toujours en train de visiter des scènes du passé, et ces scènes, on ne peut rien y faire. C'est là la pire des choses qu'on peut vivre. On ne visite pas les moments intéressants, j'allais dire, intéressants, qui pourraient être positifs si on accepte ce terme, les moments pendant lesquels on a été en paix avec nous-mêmes. Non, ces moments-là, puisque souvent, ces moments-là sont suivis par des moments de rupture, par exemple. Ou alors, le poids, je ne sais pas pourquoi, comme quelque part, il y aurait comme s'il y avait dans l'univers une loi qui veut qu'il n'y a que l'anti, que le côté, un côté qui toujours, qui, gagne sur l'autre. Il n'y a pas d'équivalence, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de, de euh, c'est le côté on ne peut pas dire sombre, ça fait encore une binarité facile. Non, le côté euh, pas glorieux, le côté pas enchanteur, le côté pas beau, pas, je ne sais pas. Par exemple, j'avais trouvé un bijou et j'étais content de le trouver. Je l'avais laissé chez moi, j'avais hébergé quelqu'un, il l'a volé pour l'offrir à sa sœur. Qu'est-ce que je dois, est-ce que je dois dire, c'est bien, je dois aussi mettre en avant le fait d'avoir été joyeux et me dire, je suis capable d'éprouver de la joie. Le bijou était sympathique et tout et tout. Bien sûr, quelqu'un l'a perdu. Pour que je puisse le retrouver, quelqu'un l'a perdu. Donc quelqu'un a été triste de ce fait. Donc moi, ça m'a procuré de la joie. Mais après, ça m'a donné de la tristesse parce que j'en ai été dessaisi. Mais de ce fait, ça a fait plaisir à quelqu'un. Alors c'est une chaîne peut-être, une chaîne euh, qui ne connaît que des moments, à des moments où on est bien et d'autres moments où on va pas être bien. Mais dans le fait, il y a un principe souverain, c'est toujours ça,
le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, à un moment, c'est une suite sans fin. Il faut, il faut que des gens meurent pour que d'autres puissent euh, bénéficier de leur héritage, de ce qu'ils ont mis de côté. Voilà, à un moment donné, si tout le monde est resté en vie, euh, les privilégiés seraient toujours des privilégiés. À un moment donné, il faut que les biens classés soient déclassés, les biens nantis soient dénantis, et puis finalement, c'est et ça, et c'est sans fin, et ça serait sans fin. Donc voilà, et, il y a des choses, je ne sais pas si la théorie du refoulement est bien validée. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas validée. Il n'y a pas de refoulement puisque tout est là. Et a priori, il y a un élément qui ajoute à cette histoire, c'est quand on est, quand quand je parle à quelqu'un, quand on est dans une interaction sociale et quand on produit du nouveau. Si par exemple je suis dans une interaction et cela produit, par exemple, ça m'occupe réellement, donc je vais penser à ça. Si, je ne sais pas, si j'ai laissé quelque chose m'échapper, ça va être, je vais y penser. Si je rencontre quelqu'un et que quelque part mon corps réagit très fort, je vais être dans une sorte de fixation vis-à-vis de cette personne. Mais quand il n'y a rien, c'est le passé. Et le passé, il est là, et pas dans ses meilleurs moments. C'est plutôt le passé dans ce qu'il y a de plus chaotique, dans ce qu'il a de plus terne, dans ce qu'il a de moins solaire, si je puis dire. Encore une fois, je suis désolé pour ces figures-là qui viennent, mais que je ne peux évacuer. Si j'évacue toutes les figures comme ça, stylistiques et tout ce qu'on veut, et donc je vais pouvoir plus rien dire. Voilà, c'est la langue et on utilise la langue telle qu'elle s'offre à nous. Et quelquefois, on fait avec ce qu'on a sous la langue, euh, et puis sur la langue, et on fait avec, on fait un peu, on fait un usage courant de certaines expressions, de certains façons de dire et de décrire, de présenter, de conclure, et voilà. Et donc, je suis arrivé à 28, bientôt je vais arrêter. C'est l'homme souffre. Euh, il y a, il y a des endroits où la souffrance peut être bien considérée, peut être honorée, peut être considérée comme un degré, un premier degré vers l'élévation, vers l'accès à un statut supérieur. Moi, je n'ai pas cette perception-là. Je n'ai même pas besoin d'accéder à un statut autre. J'ai juste besoin de vivre en statut d'animal humain le mieux possible, en étant avec les miens, avec ceux qui me ressemblent, dans des relations euh, dynamiques, dans, en apportant aux autres ce que je suis, ce que je sais, en, en collaboration, en collaborant avec eux euh, euh, de la meilleure manière que je puis faire, que je puisse faire, en étant dans une sorte de
d'aller et retour. Je fais pour l'autre, l'autre fait pour moi, et ainsi de suite, sans, jusqu'à ce que je sois devenu un corps inerte, et à ce moment-là, je serai forcé de sortir de, de ce type de rapport. Et pour l'instant, je ne suis pas encore à conjuguer au passé, je suis encore présent dans le présent, mais malheureusement, je ne peux pas me le prouver, je ne peux pas le prouver aux autres, ce qui se comportent comme si je n'étais plus là et comme si j'avais été, je ne sais pas, sublimé en quelque chose de totalement invisible, comme si j'avais été transformé en une sorte de matière invisible, matière insubstantielle. Et pourtant, je suis là encore, substance, bien, je fais bien mon poids et j'interagis avec la vie en, en consommant des choses euh, qui, euh, qui, se, qui sont issues d'un processus long, compliqué, des choses qui voyagent ou des choses qui consomment du temps pour pouvoir, pour que je puisse m'en emparer, pour que je puisse, moi, à mon tour, les, euh, leur les utiliser selon mes besoins. Et donc, je peux, malgré tout, je suis en contact indirect, très indirect si on veut, avec le monde. Je ne suis pas hors monde, mais je suis dans le monde d'une façon qui ne me satisfait pas. Comment parler de cette histoire si on doit, si on parle de façon claire, qui comme ça, qui coule d'elle-même, les gens pourraient croire qu'on est, que malgré tout, c'est peut-être juste une sorte de, il faut que je trouve le terme, une sorte de posture. À un moment donné, certains pourraient penser que cette personne a envie d'être plein, on aime se plaindre, on aime la plainte pour presque pour la plainte. Parce que oui, on peut être ça, mais il y a, j'allais dire, des éléments objectifs. Il y a des éléments objectifs, je l'affirme, qui font que moi et d'autres, nous sommes dans une situation qui n'est pas facile. Beaucoup de gens dans la ville où je suis, j'imagine qu'il y a des gens juste à côté de chez moi, vivent, ces, connaissent, vivent ces épreuves-là, traversent ces épreuves-là. Et évidemment, on ne va pas se rencontrer, on ne va pas aller faire un pas, se dévoiler, on va rester euh, loin les uns des autres. C'est comme ça. On va dire, il y a eu ouvrier, unissez, unissez-vous, solitaire, unissez-vous, ça ne marche pas. Euh, Ignorer de la société invisible, gens, esselés, gens coupés du monde, gens, mettez-vous ensemble, euh, faites collectivité, faites nombre. Non, ça ne marche pas. Donc, mais ça n'empêche pas que je puisse un peu projeter et dire que ce que je peux ressentir à un moment donné, d'autres le ressentent également, mais d'autres peut-être l'ont ressenti avant moi, et d'autres peut-être d'autres vont le ressentir après moi. C'est quelque chose de totalement acquis. Il n'y a pas à douter de cela. Peut-être qu'au niveau du temps, ça ne sera jamais pareil. Pour certains, la souffrance va
se concentrer sur une année ou deux. Pour d'autres, ça va être 10 ans. Pour moi, c'est beaucoup plus. Mais j'imagine que j'ai des gens qui ont une sorte, le même, je veux dire, le même parcours, la même temporalité, des gens qui souffrent depuis 20 ans, 30 ans. Ce n'est pas impossible, peut-être certains depuis 50 ans, 60 ans. On peut dire cela sans peur, on peut l'affirmer. Euh, D'ailleurs, voilà, c'est l'homme et ses peines, l'homme et ses lourdeurs, l'homme et ses impossibilités, l'homme et ses horizons bouchés, l'homme et ses, non pas terreurs, mais l'homme et ses, euh, les choses qu'il ne peut pas dire, qu'il ne peut pas verbaliser, qu'il ne peut pas. Et là, il ne peut imposer rien à personne. Au nom de quoi euh, vais-je devoir aller vers quelqu'un, lui dire tu dois t'occuper de moi, tu dois faire attention à moi, tu ne dois pas m'oublier. Au nom de quoi? Parce qu'il reste que, je ne sais pas, on a encore un peu de fierté, ou je ne sais pas comment on l'appelle, il y a encore un peu d'estime de soi qui fait que on n'a pas envie d'aller vers quelqu'un qui vous a oublié pour lui dire explique-toi pourquoi tu m'as oublié. On va considérer qu'on ne va pas encore lui faire un cadeau, un cadeau supplémentaire pour, comme ça, pour lui permettre de nouveau de réaffirmer ou de nous dire à quel point il n'a pas de considération, que depuis un temps énorme, il a cessé de nous considérer comme vivants et qu'il ne changera plus de position, que c'est comme ça il nous voit comme morts. Et ce que nous pouvons faire ou dire ou tenter, il ne changera rien. Il nous a condamnés à la mort sociale, s'entend, amicale, affective, relationnelle, ainsi de suite. L'homme est ça, et quand il ne peut plus rien faire, euh, ce n'est même pas le passé avec ces choses qu'il montre, qu'il ne cesse de montrer, mais c'est le présent qu'on est incapable de modifier. C'est-à-dire, j'ai été malheureux, mais pendant, je ne peux pas mettre fin à cela. C'est-à-dire, je vais encore continuer dans cette voie malgré moi. Et voilà, il y a là un téléphone. Ce téléphone, évidemment, l'importance, un appareil électronique n'a n'a aucune importance en soi. Il a été produit à N exemplaires. Et là, mais pour moi, il est unique. Pour un individu qui l'achète, il est unique. Il va connaître, si je peux dire, un destin unique à travers cet appareil qui n'a pas, qui est neutre euh, premier abord, mais qui n'interfère pas dans le cours de la vie de la personne qui le possède, mais à travers lui vont se dire des mots, vont se passer des messages, vont se produire des rapprochements et des éloignements. À travers lui, va d'une certaine façon une grande partie de ce qui fait la vie d'une personne va, va passer. Il contient dans il m'a permis de dire des choses qui m'ont été fatales, il m'a permis d'entendre des choses qui m'ont été fatales, il
il m'a peut-être, à un moment donné, apporté quelque chose de réjouissant, mais il m'a aussi apporté le contraire. Et puis, euh, il est là, on sait qu'il est là, qu'il est silencieux, mais il devient encore plus silencieux que l'ordinaire. C'est un appareil qui potentiellement, il est là en attente, il pourrait sonner toute la journée, mais on n'a pas envie qu'il sonne tout le temps, on a envie qu'il sonne un certain nombre de fois. Or, il ne sonne jamais. Et il symbolise cette histoire de déshérence. Et on a comme ça, à travers quelques éléments, un gâteau qu'on a acheté et qu'on et, et qu'on ne peut offrir à personne, une boisson qu'on a mis de côté, qu'on a gardé tout l'été euh, au frais, ou alors quelques petites choses sympas, une douceur qu'on s'est dit, je la garde pour le cas où, un chocolat, des choses comme ça. Personne ne passe et le chocolat vieillit et les biscuits, enfin vieillissent et le jus de fruits change de couleur. L'alcool peut-être a tourné, des tas de choses comme ça attend. Voilà, et c'est vrai que le téléphone ne change pas d'aspect, contrairement aux, euh, aux choses périssables, mais il est en quelque façon le symbole du délaissement. On est victime d'une sorte d'indifférence totale qui touche à tous les aspects de notre vie. Et voilà, à un moment donné, il y a la difficulté de se concentrer sur le propos. Fait un petit effort, on amène le propos vers quelques mots ou quelques phrases signifiantes, claires. Donc on peut se dire qu'on a réussi. Je reviens sur cette histoire de mettre au silence un peu les bruits, les bruits, les images. En fait, voilà, ce sont toujours cette histoire, c'est une image qui en amène une autre, mais sans respect, sans aucun un ordre euh, prévisible ou quelque chose comme ça. Ça va à la vitesse, à une vitesse pas possible à calculer. Ça passe, ça avale 30 ans sans problème. Ça met en contact des éléments qui ne sont pas reliables à première vue, mais ça les met en contact. Et voilà, donc, et vas-y, donc c'est comme un coup qui remonte comme ça, un coup qui viendrait par-ci, par. On ne sait pas d'où vient le coup d'après, à chaque fois, ce sont des coups portés à l'idée qu'on se fait de nous-mêmes et c'est une série, j'allais dire, de micro-coups, de micro-blessures sans fin. Et donc, pendant que je parle, je mets un peu en pause, je mets entre parenthèses cette chose-là. Et voilà, il, euh, on est, on n'est pas encore capable, on est capable de voir l'activité électrique du cerveau, de faire des expériences comme ça, une sorte de projection, un cerveau qui donnerait des ordres à une machine ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, mais on peut peut-être dire ce cerveau-là est en plein phase paradoxale ou des conneries comme ça, ou des choses comme ça. On peut dire des tas de choses, mais de connaître l'activité du cerveau qui est là, on va faire quoi on va
on peut pas. C'est une activité qui est, je ne sais pas si c'est une activité normale, mais en tout cas, c'est une activité qui est assez déroutante. À tout le moins, elle est là, présente. C'est une activité, et comme, oui, il y a une partie de cette activité qui est consacrée à un dialogue avec des personnes absente évidemment, un dialogue. Alors, on initie des dialogues avec avec l'un, avec l'autre, etc., etc. Et on se pose la question, on se dit, si moi, j'initie des dialogues avec des absents, bon, on peut dire que c'est parce que je ne peux initier aucun dialogue avec les présents. Donc, j'ai tout mon espace mental libre pour cela. Mais on imagine que d'autres le font. Mais c'est pas parce que j'initie le font avec nous et que nous sommes présents dans l'esprit d'autres personnes. Mais comme moi, par exemple, je ne vais pas aller vers une personne, je ne vais pas l'appeler, je ne vais pas aller la chercher parce que j'ai fait une sorte d'échange ou de conversation avec elle, une conversation mentale. Et j'imagine que des gens peuvent avoir ce type de conversation avec moi, mais ça ne nous conduit pas à prendre l'initiative d'aller faire de la vraie rencontre, de la rencontre à deux, et ne pas quand nous on fait une sorte de monologue dialogue qui est en fait un monologue, ou alors un monologue un dialogue qui a tout l'air, qui ressemble à, c'est une drôle d'affaire. Donc le cerveau fait des choses, ce cerveau-là, qui a pris, donc j'ai appris qu'en fait, ce n'est pas le premier à mourir, il reste en vie pendant un certain nombre de minutes. Et donc, contrairement à l'idée que je me faisais qu'une fois privé d'oxygène, non, mais a priori, c'est un élément, un organe fragile, euh, à- comment dire, et puis un organe qui n'est pas beau à voir, pas spécialement. Il est là, il nous dit rien, et pourtant, et si on met le cerveau nu de quelqu'un, on le pose comme ça, si on ne peut rien en retirer. Un cerveau ressemblerait à notre cerveau, peut-être qu'il y aurait quelques éléments, par exemple des zones qui auraient été touchées, mortes, etc. Mais dans l'ensemble, un cerveau ressemble à la capacité crânienne d'une personne est la même, est équivalente chez une autre, sauf peut-être, je ne sais pas, homme ou femme, peut-être ça change à ce niveau-là. Mais en tout cas, alors, alors que intrinsèquement, un cerveau vivant, il est différent. Parce que justement, il, il rassemble les différents épisodes de la vie d'une personne. Et puis, non pas qu'il s'amuse avec, il fait du n'importe quoi. Du n'importe quoi, parce qu'on ne voit pas toujours l'utilité. On ne voit pas l'utilité de cette revisitation sans fin des mêmes choses pour dire pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai donné. Par exemple, pour ce qui est de donner du temps, de donner de soi ou de donner quelque chose de matériel à quelqu'un, alors qu'on sait pertinemment, qu'on savait pertinemment que cette personne n'allait pas nous rendre l'appareil ou n'allait pas s'acquitter du devoir de la rendre, qu'en fait, ce serait à sens unique, ou alors ça pourrait même se retourner contre nous. Et pourtant, on aurait pu refuser, et pourtant, on n'a pas refusé. On ne comprend pas ce qui s'était passé. On a du mal à voir est-ce que c'est de la lâcheté, est-ce que c'est de la gentillesse sans fin, sans limite, est-ce de la
est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la, euh, je ne sais pas, de l'espérance, espérer quand même que, je ne sais pas, qu'est-ce qui se produit dans l'esprit de quelqu'un pour qu'il fasse un peu le contraire de ce qu'il estime devoir faire, euh, ce qu'il estime euh, euh, préférable de faire. Il estime qu'il ne faut pas aller acquiescer, il ne faut pas passer à l'acte, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner, hein, il ne faut pas accorder une réponse favorable au désir d'une personne parce que ça ne lui rapporterait rien et pourtant il le fait. Il le fait, il le refait, il le refait. Je n'ai pas su bien parler de ça, mais en tout cas, c'est un procès sans fin tenu par la même cour, la cour qui contient tout le procureur, le juge, les avocats, le juré, tout le monde, on est soit toutes ces parties-là, et l'acte d'accusation, il est relu, relu, relu sans fin. Et quelquefois, ça change, puisque selon, je ne sais pas, la journée, selon une chose qu'on aurait vue ici ou là, ça va se concentrer sur un aspect et en particulier, par exemple, j'ai pensé à quelque chose, ces petits vélos tricycles que j'avais dans mon enfance. Et par exemple, ce tricycle, à un moment donné, il avait été, c'est vrai que quand je l'ai eu, je pense, d'après mes souvenirs, qu'il était tombé, que je n'ai pas pu l'utiliser longtemps. En tout cas, c'était là la joie. J'étais quelque part, ça me faisait un trésor de me rappeler la joie que j'ai éprouvée en conduisant ce tricycle. Et après, euh, je voulais garder ce tricycle, même après qu'il soit devenu un simple morceau de métal complètement rouillé, sans roue, sans rien. Évidemment, il devait aller au rebut, mais moi, j'aurais voulu qu'il soit toujours là avec moi. Et ça revient. Alors, on se dit, pourquoi je n'ai pas fait ce qu'il faut, pourquoi je n'ai pas dit que j'y tenais, pourquoi quand je l'ai vu, j'ai pas précisé ce qu'il signifiait pour moi, mais ce n'est pas un sujet important, sauf qu'il traverse à un moment donné. Il est là, il passe. Euh, c'est comme si on était spectateur de sa propre vie. À un moment donné, il y a une chose qui passe comme ça, et puis elle est suivie par une autre, une chose avec laquelle vous avez non pas un contentieux, mais vous avez quelque chose de fort, et puis une chose comme ça, un peu d'importance moyenne, etc., etc. Mais il fait partie des choses qui peuvent venir et revenir, et peut-être à un autre moment revenir, et puis il y a non pas la nostalgie de son enfance, c'est plus le regret de ne pas se souvenir de beaucoup de choses qui sont produites dans l'enfance, puis le regret, quand on vit les choses, on a l'impression qu'elles sont pas si bien que ça. Et puis avec le temps qui passe, bah on aimerait bien y revenir. On se dit que c'était bien, alors qu'en fait, au moment où cela se passait, eh ben, ça n'était pas considéré comme si bien que ça. Il y a et puis, on a quelque chose qui nous, 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 nous dérange. On s'inquiète pour un objet plus que pour un être. Combien de gens j'ai perdu ou j'ai laissé partir? Combien de gens est-ce qu'un tricycle compte plus qu'une personne? Est-ce que voilà, on se sent coupable d'avoir ce regret-là, et puis on se sent coupable d'avoir
des regrets pour une personne et si on a des regrets qui reviennent, c'est par rapport à une personne en particulier. Et puis il y a des gens, on y pense, et puis ça n'a pas l'air de nous faire réagir plus que ça. Mais euh, c'est ça qui fait quelquefois l'idée, on sent le sentiment que les morts ne sont pas morts, qu'on les a avec nous. Et voilà, une fois passé l'épreuve du deuil, euh, les morts, on les voit pas morts, on les reconvoque. Et évidemment, il y a une sorte d'injustice, puisque certains sont convoqués régulièrement, d'autres presque pas. Et voilà, donc cet esprit est vraiment très intéressant et j'allais dire, il nous étonne et en même temps, euh, quelque part, il nous maintient dans une sorte on ne sait pas comment le juger. Et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas. Euh, Si on doit penser qu'on a un désir d'autopréservation, d'une certaine façon, le cerveau ou l'esprit ou la mémoire travaillerait contre nous, puisqu'il nous maintient dans une sorte un certain moment, il nous maintient d'une sorte il nous empêche de prendre l'initiative, il nous empêche de prendre des risques, il nous empêche de nous débarrasser de ce qui nous alourdit. Et voilà. Donc, un moment, pour appuyer ce propos, je pourrais dire, certains moments, une insulte dite par une personne, mais qu'on peut contextualiser. On l'a comme ça, comme un énorme, par exemple, quelque chose qui clignote comme ça. Euh, euh, Énorme et qui clignote au milieu de plus fort que tout et qui dit tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Je le dis alors que cette phase-là, je l'ai passée. Je l'ai fréquentée ou j'ai dû la subir pendant un certain temps, mais j'en parle juste pour la rapporter, mais en fait, je suis dans une autre phase. Et il y a des phases comme ça, mais ce sont toutes des phases un peu difficiles et jamais elles ne nous procurent une quelconque joie ou une quelconque fierté. C'est des choses et puis il y a les choses auxquelles on ne pense pas parce qu'elles ne se sont pas produites. 20 ans, 25 ans de solitude ou plus, on n'y pense pas comme quelque chose d'impossible à accepter. Tant d'années à dormir seul, tant d'années à ne pas fréquenter d'autres chairs que sa propre chair, euh, tant d'années à ne plus voir quelqu'un s'intéresser à vous d'une certaine façon. Les, il y a bien des gens qui s'intéressent à votre bien, à votre état, qui interviennent euh, ici ou là pour vous aider en cas de défaillance, mais il y a une distance. On parle de personnes avec lesquelles il y a une proximité forte, il n'y a pas tellement de distance. Une amitié ou une relation familiale ou filiale, ça garde une certaine distance. Alors que quand il s'agit d'une présence, j'allais dire, qui a accès à votre corps et qui a accès à plus, évidemment, et c'est autre chose. Je ne veux pas dire que c'est plus intéressant, je ne peux pas hiérarchiser, mais on a besoin de connaître.
tous ces types de présence. Et voilà, donc, euh, en tout cas, j'aurais réussi. Là, je m'approche de l'heure, 1 heure, en faisant beaucoup d'efforts, quelquefois en parlant, donc j'échappe à ce que j'ai décrit, mais je peux dire, je suis peut-être pas totalement dans le réel. J'entends le réel, il s'invite quand même, ne serait-ce que de façon sonore, il s'invite dans chez moi, dans ma demeure, le bruit de l'hélicoptère de la gendarmerie qui survole les manifestants, ce bruit qui n'existait pas auparavant, mais que j'ai découvert au-dessus du quartier où je suis il y a quelques années, il y a peu d'années, et qui est devenu fréquent, récurrent maintenant. Un hélicoptère qui survole la foule et pour pouvoir la contenir, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir la maîtriser. Non pas un hélicoptère de transport de malades ou de blessés, mais plutôt qui lui ne fait que passer. Alors cet hélicoptère-là, il est stationnaire. Et donc il peut rester là pendant des heures. Donc c'est le réel concret de qui, qui témoigne que en dehors de ce que on peut ressentir comme problématique personnelle, il y a, on fait partie d'une société et cette société, elle, d'une certaine façon, elle se rappelle à nous parce que des gens, qu'ils aient raison ou qu'ils aient tort, des gens essaient de faire passer des choses en disant aux autorités qu'elles sont opposées à ceci ou à cela ou qu'elles sont en demande de cela. Moi, évidemment, je suis aussi en demande d'une certaine de changements sociaux, comme on peut être en demande du changement perso, mais les uns, quelquefois, peuvent euh, cheminer côte à côte. Il y a des, euh, des choses comme ça. Il y avait une poubelle qui était en face de chez moi et un conteneur de poubelle que je pensais utiliser et qui a été brûlé par les manifestants, une manière de dire quelque chose a mis en échec ce petit projet. Tiens, j'ai ce conteneur de déchets, je vais pouvoir l'utiliser pour évacuer les miens et d'une façon, parce que c'est tout à fait à côté de chez moi, donc je vais le faire dans la discrétion, puisque au niveau visuel, je ressemble à un homme des bois et je n'ai pas envie de montrer cela aux gens. Et donc, mais la réalité sociale m'a rattrapé. Ce conteneur a été utilisé pour manifester, euh, comment dire, le feu et manifeste un certain degré de d'opposition. Il n'y avait pas de danger, mais c'était un élément qui pouvait, à un moment donné, ça marque le coup. Quand on fait une barricade, euh, c'est très souvent une barricade symbolique, mais la barricade avec tout le, avec tout le symbole, avec tout le, toute la, tout le,
toute la mythologie ou toute la symbolique euh, qui est non pas accrochée, mais qui va avec. Euh, une barricade, ça reste une barricade, qu'elle soit totalement sommaire, presque risible, ou plutôt bien faite avec des éléments qui peuvent résister à une charge. Et là, et donc il y avait ce conteneur, c'était symbolique comme sorte de marqueur du passage. Ça marque le passage du cortège de ceux qui, euh, euh, qui revendiquent quelque chose à l'heure actuelle. Et voilà, donc je vais avoir dépassé une heure, je suis à à 1h50, 5, et, euh, et, euh, j'ai entendu ce matin le mot maturité. Et c'est vrai, maturation. C'est vrai que euh, dans la vie, on commence un peu de façon un peu brouillonne, un peu désordonnée. Et en fait, on fait des choses sans plan clair, sans direction définie. Et avec le temps, les choses deviennent plus nettes, mais elles ne sont suffisamment nettes que quand c'est relativement tard, quand c'est un peu fini. On commence à avoir une idée claire de ce qu'on est, de ce qu'on veut, etc. Qu'à partir du moment où on est déjà sur le départ. Alors que faire pour essayer? On sait que, par exemple, on a des choses à dire, à transmettre, des éléments qu'on a mis longtemps à accumuler, et ces éléments, on a envie de les mettre à disposition comme ça, tous d'un seul coup, groupés, mais personne n'en veut. Alors, on aurait imaginé que dans nos conversations, on échange avec les gens, j'aurais été beaucoup plus clair et beaucoup plus concentré sur l'élément, par exemple, les priorités. Qu'est-ce qu'il faut privilégier dans la vie? Certaines choses sont plus prioritaires que d'autres. Il ne faut pas s'encombrer d'éléments secondaires il ne faut pas créer des diversions. Il faut rester sur l'objectif principal, celui qu'on conçoit ou qu'on veut d'abord réaliser. Euh, Évidemment, on peut avoir un objectif ou plusieurs, jamais énormément, 3, 4 et pas plus, peut-être 5, mais on ne peut pas avoir une dizaine d'objectifs. On est limité dans notre capacité à porter, à réaliser certaines choses, et donc un un certain nombre, nombre d'objectifs. Plutôt, il y en a sûrement parmi eux un qui va être encore plus prioritaire que les prioritaires. Et donc, on va se concentrer, on va mettre toute son énergie, toutes ses capacités au service de la réalisation de cet objectif-là. Et puis après, on passerait à l'objectif numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et donc, voilà, une sorte, dans la vie, clairement, il faut faire des choix. On doit sacrifier une chose pour pouvoir faire avancer une autre. Pour arriver quelque part, il faut accepter de sacrifier du temps. On ne fait rien sans, sans y mettre le temps, sans perdre du temps. Pour arriver quelque part, si on dit on veut arriver à pied, on va aller à pied, ça va prendre tant de temps. Mais entre-temps, on ne fait rien. Donc c'est du temps perdu. Mais c'est du temps perdu cette perte de temps est acceptée parce qu'elle génère après, elle permet d'accéder à un temps qui lui va être considéré comme productif, comme intéressant, comme valable. Donc on sacrifie une partie de sa vie, une partie de sa liberté peut-être même, parce que ça nous permettrait peut-être d'accéder à une liberté plus grande et ainsi de suite. Voilà un peu le style, le type de choses qu'on a envie de transmettre. Quand on voit un peu les choses
être là, mais être sous forme d'une une sorte d'une ébauche. On voit les ébauches de plein de choses. On se dit, tiens, tout ne peut pas rester au stade de l'ébauche. Donc il faut passer, il faut terminer quelque chose et après s'attaquer au reste. Mais il faut passer au stade de l'achèvement. Il faut achever. Et voilà les choses qu'on aurait aimé entendre, mais en attendant, il n'y avait personne. Donc voilà, on a ce qu'on peut appeler savoir, ce savoir-là, cette capacité de discernement, mais on peut en faire profiter personne. Voilà, donc la langue, ma langue, c'est un peu délié, mais je vais m'arrêter quand même parce que je commence à passer à autre chose et je suis un peu, j'ai quitté un peu le propos de départ qui est de parler de moi et de mes peines, de ce qui me peine, de ce qui me, me fait souffrir, ce qui m'occasionne de la, euh, ce qui fait que je me considère comme en envie, en, ce qui me fait considérer comme dans une crise existentielle permanente. Et je suis pas. Voilà euh, un peu euh, comment faire appel aux gens qui vous ont quitté. Comment joindre ceux qui ne veulent pas plus être joints. Comment faire pour croire que la vie puisse encore avoir de l'intérêt. Euh, voilà les choses comme ça. On entend parler de gens qui ont mis fin à leur jour. Ça paraît, c'est assez extraordinaire. Ça paraît déroutant parce qu'on ce sont la plupart du temps des gens qui ont de l'entourage, qui ne sont pas seuls. Et pourtant, comment font-ils pour ne plus prendre en compte cela? Ils ne sont, ils sont sûrement dans des situations difficiles, je ne peux pas dire désespérées, mais ils ne sont pas seuls. Moi, je suis seul. J'ai personne. Je peux appeler personne à l'aide. Euh, ni maintenant, ni plus tard. Dans la nuit, j'allais dire un peu plus tard, vers 1 heure, 2 heures, s'il me prend l'envie de dire que je vais pas bien, je peux appeler personne. À un moment donné, même ce téléphone qui ne sonne pas, à un moment donné, il ne peut plus encore sonner. Passé une certaine heure, il est presque assuré à 100% qu'il ne sonnera plus, ou alors peut-être pour annoncer quelque chose de funeste. Voilà, à un moment donné, on est coupé du monde. Quand on est seul, on sait que, par exemple, on va déterminer 1 heure comme ça, un peu comme ça, on va dire à partir de 22 heures ou 21h30, c'est fini. Jusqu'au matin, c'est fini. À moins, par exemple, d'être dans une situation d'appeler des secours qui peuvent venir ou ne pas venir, appeler, je ne sais pas, appeler des écoutants ou appeler des secours parce qu'on aurait une crise d'angoisse forte, qu'on serait sur le point de faire ceci ou cela. Non, rien. C'est vrai que cette histoire d'Internet, etc., pour les gens qui ont des, qui ont des comptes euh, sur les réseaux et tout ça, ils peuvent être joints. C'est vrai que il y a ça, il y a ça. On peut recevoir un mail tard, non, on peut recevoir une sorte d'appel tard parce que c'est dans la nature, le fonctionnement des réseaux, on peut être joint tardivement. Mais moi, je n'ai pas
cette chose-là. Et donc, je suis resté à l'ancienne mode. Et donc, je ne suis ni sur WhatsApp ni rien. Et donc, à un moment donné, une fois, et puis même, il y a toujours la nuit, il y a toujours une heure, au-delà de laquelle c'est fini, tout contact cesse. Et voilà, l'homme qui souffre et qui ne peut rien contre cela. Il doit constater cela, il doit l'accepter, il doit non pas composer avec, il doit faire comme si c'est c'est cela la vie. La vie devient cette, euh, le- cette, cette anormalité-là. L'anormalité devient la norme. Le, le rare devient le fréquent, devient euh, le permanent. L'exceptionnel devient la règle. Voilà, j'arrête là, sinon je vois pas trop l'intérêt de continuer.